Histoire, le lieu et les gens. C'était l'hiver dans le Grand Karoo. L'air du soir était si vif et si tranchant qu'on semblait entendre le craquement du gel qui se formait sur la maigre végétation. Un vent de Skral soufflait des montagnes lointaines, apportant avec lui une odeur mêlée de karoo bush, de moutons Kral et de fumée des huttes Kaffir. Aucune, peut être, souhaitable en soi, mais le tout si mélangé et purifié dans ce rare et clair atmosphère, et si soumis à la fraîcheur exaltante, que Pissy van der Merwe renifla plusieurs fois de plaisir en regardant dans le pâle clair de lune au-dessus de la moitié inférieure de la porte divisée. Puis, avec un petit frisson involontaire, il ferma la partie supérieure et se tourna vers la chaleur rougeoyante du feu ronronnant, que Willem alimentait avec des épis de farine provenant du panier à côté de lui. Le petit Jean était assis dans un coin du large banc de rouille à l'ancienne, ses grands yeux gris regardant avec nostalgie le cœur rouge du feu, tandis que sa main caressait distraitement Tori, le fox terrier, recroquevillé à côté de lui. Mère, dans son grand fauteuil madère, près de la table d'appoint, bâillait un peu sur son livre. Car, hiver comme été, la maîtresse d'une ferme karoo mène une vie bien remplie, et la fin de la journée la trouve prête à un repos bien mérité. Pissy tendait ses mains vers le brasier, tournant de temps en temps la tête vers la porte au fond de la pièce. Bientôt, celle-ci s'ouvrit et mon père apparut confortablement et tranquillement, comme si des tâches telles que tondre, creuser et labourer ne faisaient pas partie de son travail quotidien. Seul le bronzage sain, les larges épaules, l'ensemble du physique bien développé proclamait sa vie fatigante en plein air. Son regard se posait avec plaisir sur la scène devant lui, le feu brillant, jetant des reflets et des ombres sur les murs peints et les boiseries polies, et donnant à tout un air général de confort, la table dressée pour le repas du soir, le groupe au coin du feu, et son cher compagnon qui était responsable du confort et du bonheur de sa maison bien aménagée. Il fut suivi aussitôt par la cousine Minnie, la jeune gouvernante au visage brillant. Leur venue a suscité un grand émoi parmi les enfants. Le petit Jean retira lentement son regard du feu et, avec plus d'énergie que ce qu'on aurait pu attendre de son regard rêveur, poussa le terrier endormi le long du talus de rouille pour faire de la place à la cousine Minnie. Pissy sauta aux côtés de son père. Maintenant, puis-je aller appeler Uta Karel? Demanda-t-il avec empressement, et après un « oui, mon garçon », acquiescent, il s'éloigna en courant. C'était une silhouette étrange qui se présentait à sa demande, se traînant, se baissant, s'arrêtant et émergeant finalement dans la lueur du feu. On aurait pu pardonner à un étranger de s'enfuir terrorisé, car le nouvel arrivant ne ressemblait rien d'autre qu'un gorille ancien et musclé vêtu d'habits d'homme et marchant de manière incertaine sur ses pattes arrière. Il ne mesurait pas tout à fait 4 pieds, avec des épaules et des hanches disproportionnellement larges et des bras longs dont les mains atteignaient à mi-chemin entre le genou et la cheville. Ses membres inférieurs étaient vêtus de vêtements quelconques confectionnés à partir de peaux de chat sauvage et de dacie, un manteau brun délavé, qui, par sa taille, avait manifestement appartenu à son maître, pendait presque jusqu'à ses genoux, tandis qu'au moment où il ôtait son chapeau de feutre informe, on voyait un copdoc rouge étroitement enroulé autour de sa tête. Personne n'avait jamais vu Uta Karel sans son copdoc, mais on rapportait que la tête qu'il recouvrait était aussi lisse et dépourvue de poils qu'un œuf d'autruche. Son visage jaune-brun était un réseau de rides, à travers lesquelles son nez plat s'étalait largement entre des pommettes saillantes. Ses yeux, enfoncés loin dans sa tête,
brillait sombre et brillant comme les petits yeux méchants d'un serpent guettant depuis l'ombre d'un trou dans les rochers. Sa large bouche se tordit en un sourire engageant, qui s'étendait d'une oreille à l'autre, tandis que, clignant de l'œil et clignant de ses petits yeux brillants, il faisait tournoyer son vieux chapeau dans ses mains griffues et essayait de rendre hommage à son maître et à sa maîtresse. La tentative échoua en raison de la raideur de ses articulations, mais elle ne manqua jamais d'amuser ceux qui, à maintes reprises, l'avaient vu se répéter. Pour ceux qui en étaient témoins pour la première fois, c'était quelque chose dont il fallait se souvenir, la forme grotesque et disproportionnée, le visage simiesque, pourtant si curieusement humain, l'humour et la gentillesse qui brillaient dans les yeux caverneux, qui semblaient destinés à exprimer uniquement la malveillance et la ruse, les longs bras agités et les doigts tordus, la peau jaune pour tout le monde comme une feuille de caoutchouc froissée tirée dans une douzaine de directions différentes. Qu'il ait été un acteur accompli et, pour ne pas trop insister là-dessus, un vieux charlatan de premier rang, cela va sans dire, car ces caractéristiques sont inhérentes à la nature indigène. Mais malgré cela, et malgré l'étrangeté de son apparence, il y avait quelque chose chez Uta Karel qui attirait quelqu'un vers lui. De son véritable dévouement envers son maître et la belle famille Van der Merwe, il ne pouvait y avoir aucun doute. Tandis que, par-dessus tout, il y avait le sentiment qu'il s'agissait là d'une race exclue, l'un des rares habitants originaux à avoir survécu à la marée submergée de la civilisation, qui, ne connaissant d'autre loi que celle de la possession, avaient été effrayés et chassés de leurs heureux terrains de chasse, d'abord par les Hottentotes, puis par les puissants Bantous, et plus tard par les tribus pâles encore plus terrifiantes venues d'outre-mer. Bien que l'origine du Bushman se perde dans les brumes de l'Antiquité, sa conquête par les Hottentotes est une question d'histoire, et il est bien connu que les vainqueurs avaient l'habitude, tout en tuant les hommes, de prendre pour eux des épouses de parmi les femmes de la race vaincue. D'où le fait qu'un spécimen parfait de Bushman est un rara à vie, même dans les localités où l'on sait que les derniers restes subsistent. Uta Karel pouvait difficilement être considéré comme un spécimen parfait de la race originale, car, même s'il se disait toujours entièrement Bushman, il y avait en lui une forte souche Hottentot, principalement perceptible dans sa carrure. Il parlait en néerlandais, de cette voix curieusement expressive propre à ces gens, tout à l'heure douce comme du miel par la déférence qu'il éprouvait pour ses supérieurs. Artoche. Bonne nuit. Baas. Bonne nuit. Nouille. Bonne nuit. Noni et mes petits Baas Jess. Excusez que ce vieux Bushman ne se penche pas pour vous saluer. La volonté est là, mais ses genoux sont trop raides. Merci. Merci. Mon bâche. Tandis que Pissy tirait un tabouret bas recouvert de peau de springbok sous le bureau dans la niche et le poussait vers lui. Il s'y installa lentement et avec précaution, avec de nombreux craquements d'articulation et de nombreuses éjaculations indigènes étranges. Le petit groupe s'était réorganisé. La cousine Mimi était dans le coin douillet du banc de rouille près du mur, le petit Jean à côté d'elle, la tête contre elle, et la tête de Tori sur ses genoux, cette attention pour compenser son apparente méchanceté en le repoussant. Papa, avec son magazine, était à l'autre bout de la rouille où il pouvait, s'il le voulait, parler à maman à voix basse, ou jeter un coup d'œil pour voir comment se passait son livre. Willem avait repoussé le panier pour s'installer plus confortablement contre le genou de la cousine Minnie alors qu'il était assis par terre, et Pissy était sur une petite chaise juste devant le feu. Le centre de l'attention était le vieil indigène pittoresque qui,
après avoir relégué ses devoirs à ses enfants et petits-enfants, vivait comme un retraité privilégié dans la famille Van der Merwe qu'il avait si fidèlement servi pendant 3 générations. La lueur du feu jouait sur sa silhouette pittoresque avec l'effet le plus étrange, éclairant tantôt une partie, tantôt une autre, révélant ses mains étonnamment petites et ses doigts tordus, alors qu'il pointait et gesticulait sans cesse car ces gens parlent autant par geste que par leurs gestes. Le son et projetant des ombres exagérées sur le mur. C'était l'heure chère aux enfants, où se terminait la courte journée d'hiver, et, entre la tombée de la nuit et le repas du soir, leur cher Uta Karel était autorisé à entrer pour leur raconter des histoires. Et c'étaient des histoires étranges et merveilleuses, des histoires d'effrayants et de géants, de bons et de mauvais esprits, d'animaux qui parlaient, d'oiseaux, de bêtes et d'insectes qui exerçaient une merveilleuse influence sur les destinées d'une humanité sans méfiance. Mais le plus passionnant de tous, peut-être, furent les expériences personnelles d'Uta Karel, des aventures en Veld et en Krantz avec un lion, un tigre, un chacal et un crocodile, telles que celles qui ne sont plus réservées à l'homme mortel. Les enfants écoutaient, les yeux écarquillés et essoufflés, et même leurs aînés, épargnant un instant leur attention à un livre ou à un écrit, ressentaient un frémissement d'excitation, incapables de déterminer où finissait la réalité et où commençait la fiction, tant ils étaient inextricablement mêlés comme ce vieux Yago du désert tissait ses romans. Maintenant, Uta, raconte-nous une belle histoire, la plus belle que tu connaisses, dit le petit Jean en se blottissant plus près de la cousine Minnie et en donnant son ordre comme aurait pu le faire l'autocrate des « 1001 nuits ». Ah! Mais Kleinbaas, ce vieux noir stupide ne connaît pas de nouvelles histoires, seulement les anciennes de Jacques et de Léou. Et comment peut-il raconter même celle-là quand sa gorge est sèche, si sèche à cause de la poussière des crâles? Il se força à tousser gargouillant. Et ses petits yeux brillèrent d'expectative. Puis soudain, il sursauta avec une surprise bien feinte et rayonna vers Pissy, qui se tenait à côté de lui avec un saufche dans le verre réservé à son usage particulier. C'était une représentation nocturne. La lubrification n'était jamais oubliée, mais elle était souvent volontairement retardée afin de voir quel prétexte utiliserait Uta pour attirer l'attention sur le fait qu'elle n'avait pas été proposée. Maux de gorge, maux de tête, maux de ventre, froid, chaleur, rhumatisme, vieillesse, un anniversaire, inventé pour l'occasion, la mise à mort d'un serpent ou le dressage d'un jeune cheval, tout servait d'excuse à ce qui était une coutume séculaire. Merci. Merci. Mich klein koning. Gaison aide à Baas. Nouille. Noni et à la belle famille Van der Merwe. Il souleva le verre, avala le contenu et fit claquer ses lèvres avec approbation. Ah! Si un bushman avait seulement un coup d'autruche. Comme le saufche aurait un bon goût jusqu'en bas. Maintenant, je suis à nouveau fort. Maintenant je suis prêt à raconter l'histoire de Jacques et d'Umléou. À propos d'Umléou portant des Jacques sur son dos? Demanda Willem. Non. Bâche. C'est une toute autre question. Et avec de nombreuses gesticulations étranges, imitant chaque action et changeant de voix selon les différents personnages, le vieil homme commença. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante.
Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.